confié à un algorithme la composition d'une symphonie. Ce livre, L'amour sous algorithme, aux éditions de la Goutte d'Or. Est-ce notre comportement qui nourrit l'algorithme ou bien l'algorithme fabrique-t-il notre comportement? Algorithme. À moins que vous n'ayez vécu ces 10 dernières années terré dans une grotte au fin fond de la forêt amazonienne, vous avez déjà entendu ce mot. Il résonne à vos oreilles toute la journée. Il est à la mode. Il est utilisé à tort et à travers dans les médias. Mais qu'est-ce qu'un algorithme? À quoi sert-il? Et puis, d'où vient le mot algorithme? Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode numéro 2 d'Histoire numérique. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un bref retour sur les premiers algorithmes de l'histoire. Selon le dictionnaire Larousse, un algorithme est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Bon, on est d'accord, cette définition complique encore plus le mot qu'elle ne le définit. Je vous fais la version simple. Un algorithme est un ensemble d'opérations ordonnées finies devant être suivies dans l'ordre pour résoudre un problème. Une analogie qu'on utilise souvent pour expliquer ce qu'est un algorithme est une recette de cuisine. Il faudra par exemple suivre différentes étapes pour cuire des pâtes. Remplir une casserole d'eau, allumer la plaque de cuisson, saler ou non l'eau, porter celle-ci à ébullition, baisser le feu, mettre les pâtes dans l'eau, laisser cuire, égoutter les pâtes. Si vous avez compris cet exemple, alors vous savez en théorie ce qu'est un algorithme. Dans la pratique, c'est un peu plus complexe que ça, vous vous en doutez bien. Maintenant que vous avez une idée de ce qu'est un algorithme, je vous propose de découvrir comment les humains en sont arrivés à créer des algorithmes. Pour cela, rendons-nous à Babylone vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, au néolithique, l'organisation complexe des sociétés humaines et leurs activités les poussèrent à inventer la mesure, la géométrie et les calculs pour faire face aux besoins du moment. Vers 2000 avant Jésus-Christ à Babylone, on inventa la numération cunéiforme pour répondre à la nécessité de rendre les calculs plus aisés. La numérotation cunéiforme est basée sur un système sexagésimal, c'est-à-dire qu'elle est en base 60. Elle était donc composée de 60 chiffres, de 1 à 59, qui s'appuyaient sur deux signes, le clou pour exprimer les unités et le chevron pour les dizaines. Tous les nombres dans cette numération sont donc exprimés à l'aide de ces deux signes. Par exemple ici, un clou vaut 1, 2 clous valent 2, 3 clous valent 3 et ainsi de suite jusqu'à 9. Pour les dizaines, un chevron vaut 10, 2 chevrons valent 20 et vous l'aurez compris, 3 chevrons vaudront 30. Le nombre 25, lui, s'écrira avec une combinaison de 2 chevrons et de 5 clous. Bon, je vous passe la suite. Si ce système de numération vous intéresse, je vous mettrai le lien vers un excellent article qui en parle plus en détail dans la description de la vidéo. Pour réaliser les calculs nécessaires à l'administration du territoire, les scribes avaient recours à des tables de somme, de multiplication, d'inverse, de carré, de cube, écrites en cunéiforme sur des tablettes d'argile. À la fin du 19e siècle, une expédition archéologique américaine a permis de découvrir des centaines de tablettes d'argile datant de 1800 à 1600 avant Jésus-Christ, sur lesquelles étaient inscrites en cunéiforme des fractions, des équations du second et du troisième degré, des lignes trigonométriques, etc. La tablette YBC 7289 fournissait déjà une approximation de la racine carrée de 2 à 10 décimales près. Les plus vieux algorithmes dont on a retrouvé les traces datent de cette époque et indiquaient par des exemples comment résoudre des équations du second degré. Les mathématiques babyloniennes étaient conçues avant tout pour la résolution de problèmes de la vie courante. Il n'y avait pas de concept abstrait. Ces problèmes étaient essentiellement d'ordre financier, calcul d'intérêt sur les prêts, d'ordre commercial, bénéfices, échange à valeur égale de produits, partage de domaine entre héritiers, planification du chantier, fourniture, temps, transport, salaire, etc. Ce n'est qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ que l'histoire intellectuelle de l'Occident débuta grâce aux travaux du mathématicien et philosophe grec Pythagore. Pythagore naquit à Samos vers 600 avant Jésus-Christ et s'est formé d'abord auprès de Thalès de Milet en Asie mineure, avant de séjourner en Égypte et en Chaldée qui étaient à l'époque considérés comme les centres du savoir.
Il s'y initia à l'astronomie, à la géométrie, au calcul et aux religions pratiquées dans ces endroits. Puis, avec des disciples choisis, il s'installa par la suite en Grande Grèce, le sud de l'actuelle Italie, où il fonda l'école pythagoricienne pour s'adonner à des activités de recherche. Pythagore était fondamentalement convaincu que les nombres sont constitutifs de l'univers. Les pythagoriciens sont au fondement des mathématiques comme science à proprement parler. En effet, avant eux, comme on l'a vu en Mésopotamie, mais aussi en Égypte ou en Inde, les nombres étaient étudiés en vue d'application au commerce, à la comptabilité, à l'architecture, etc. Tandis que les pythagoriciens étudiaient les propriétés des figures géométriques et des nombres pour eux-mêmes, en tant que concept abstrait. Ils établirent pour la première fois une théorie de la musique, trouvant des rapports quantitatifs entre les sons. Ils inventaient et découvrirent des théorèmes et réfléchirent sur des méthodes de démonstration et de résolution de problèmes mathématiques. L'influence intellectuelle des pythagoriciens fut très grande durant plus de 1000 ans dans le monde gréco-romain, puis jusqu'à la Renaissance dans les mondes chrétiens et musulmans. Vers 300 avant Jésus-Christ, Euclide proposa dans le livre 7 des éléments d'Euclide une méthode pour calculer le plus grand commun diviseur ou PGCD de deux entiers dont on ne connaît pas les facteurs en faisant explicitement référence à une itération. C'est le premier algorithme non trivial qui soit utilisé encore aujourd'hui. Bon, on l'a tous étudié au lycée. Un siècle plus tard, c'est au tour d'Ératosthène de proposer le crible d'Ératosthène, un algorithme pour trouver les nombres premiers de 1 jusqu'au nombre entier que vous voulez. Dans les cours d'initiation à la programmation, il est courant qu'on demande aux étudiants d'implémenter cet algorithme encore aujourd'hui. Archimède proposa le premier, vers 250 avant Jésus-Christ, un algorithme pour calculer la valeur de pi, en encadrant la longueur du cercle de rayon 1 par des polygones réguliers inscrits et circonscrits au cercle à 6 côtés, puis à 12 côtés, puis 24, 48, 96. C'est-à-dire des polygones réguliers à 6 fois 2 puissance n côtés. On demande que les suites formées par les périmètres de ces différents polygones tendent vers pi. Comment pourrais-je vous parler d'algorithme sans parler de Mohammad ibn Moussa al-Khwarizmi? Né dans les années 780 de notre ère à Khiva, dans la région du Khwarezm, l'actuel Ouzbékistan, et mort vers 850 à Bagdad, Mohammad ibn Moussa al-Khwarizmi fut un mathématicien, géographe, astrologue et astronome persan de langue arabe et qui vécut à Bagdad du temps de la splendeur de la dynastie abbasside. À l'époque, le calife Al-Mamoun, qui règne sur l'empire, encourage les sciences et les arts. Il fonde la maison de la sagesse de Bagdad, où Al-Khwarizmi et d'autres traduisent des textes scientifiques et philosophiques grecs et étudient à partir de ceux-ci l'astronomie, l'algèbre et la géométrie. Le premier mérite d'Al-Khwarizmi est d'avoir été un formidable passeur de connaissances. Il introduisit dans son ère culturelle les connaissances mathématiques indiennes, notamment le système décimal de numération. La traduction latine de son ouvrage Algorithmi de Numero Indorum en français, traité sur le système de numération des Indiens, est à l'origine de l'utilisation et de la diffusion des chiffres arabes au Moyen-Orient et en Europe. Dans son traité Hisab al-Jabr wal-Muqabala, il traite de façon systématique les équations du second degré, en explicitant les étapes nécessaires au calcul des racines. Le terme algèbre, traduit en latin par algebra, est à l'origine du mot algèbre. Dans ses travaux, il fournit les premières tentatives de formalisation des algorithmes. Al-Khwarizmi est considéré comme le père de l'algèbre et de l'algorithmique. Et vous savez quoi? C'est la forme latine d'Al-Khwarizmi, algorithmi, qui est à l'origine du mot algorithme. Maintenant, vous savez. Gerbert d'Aurillac, philosophe, mathématicien et mécanicien né en Auvergne entre 945 et 950, est devenu pape en 999 sous le nom de Sylvestre II, usa de son influence pour promouvoir la numérotation indo-arabe en remplacement des chiffres romains. Leonardo Fibonacci, encore connu sous le nom de Leonardo de Pise, est un mathématicien italien né à Pise en 1175. Très jeune, il accompagne son père en Algérie pour être initié à l'arithmétique qui est très utile à un futur marchand. Il découvre en Afrique du Nord la numérotation de position et le calcul indo-arabe qu'il juge plus avancé aux chiffres romains encore utilisés en Italie.
Ses voyages s'étendent par la suite sur toute la Méditerranée, en Syrie, en Grèce, en Égypte. Il rencontre savants et scientifiques qui lui enseignent les savoirs du passé encore connus du monde occidental. Il y étudie les travaux d'Euclide, de Héron et de Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. À son retour en Italie vers 1200, il se consacre pleinement aux mathématiques par l'écriture de plusieurs ouvrages pour transmettre les connaissances scientifiques apprises au cours de ses nombreux voyages. Dans le premier et le plus célèbre, le Liber Abaci, datant de 1202, il transmet la numérotation indo-arabe dont il fut un fervent défenseur. Il encourageait les commerçants italiens à l'utiliser. Il y rassemble les méthodes de calcul des opérations élémentaires, des résultats d'algèbre sur les racines carrées cubiques, sur certaines équations du premier et du second degré, mais aussi sur des critères de divisibilité, la décomposition d'un nombre en produits de facteurs premiers, etc. En mathématiques, la suite de Fibonacci est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. La suite est définie par f0 égale 0, f1 égale 1 et fn égale à fn-1 plus fn-2 pour tout n supérieur à 1. La programmation de cette suite est un excellent exercice d'introduction aux algorithmes récursifs. J'ai moi-même eu à l'implémenter durant mes études d'informatique. Comme on l'a vu dans cette vidéo, les mathématiques sont au fondement des algorithmes. Les humains ont inventé les algorithmes pour formaliser les étapes nécessaires à la résolution des divers problèmes mathématiques auxquels ils ont fait face à chaque époque. Les algorithmes permettent de ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois qu'on est confronté au même problème et d'ainsi gagner du temps. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous laisser la merveilleuse équation de l'homme selon le père de l'algèbre et de l'algorithmique. On interrogea Al-Khwarizmi sur l'homme et telle fut sa réponse. Si l'homme est éthique et plein de morale, c'est 1. S'il est en plus charmant, on lui ajoute un 0 et c'est 10. S'il est riche, on lui ajoute un autre 0 et c'est 100. S'il est d'origine noble, on lui ajoute un autre 0 et c'est 1000. Mais si sa valeur morale, le 1, venait à disparaître, il ne lui resterait plus que les zéros qui n'ont aucune valeur. Une dernière chose avant de nous quitter, j'avais sous-estimé la charge de travail que cette chaîne représenterait pour moi. Écrire une vidéo, l'enregistrer, faire le montage et la publier prend énormément de temps. Et je pense que le plus important n'est pas de faire quelques 2 à 3 vidéos et de s'arrêter ensuite. J'aimerais pouvoir continuer à publier des vidéos sur cette chaîne dans la durée. Je vous propose donc de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Ça me donnera un peu plus de temps pour faire les vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pensez à la partager autour de vous pour la faire découvrir à d'autres personnes. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Ah non, pas dimanche prochain, mais à dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Histoire numérique. Allez, salut!